Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir la correction de quelques exercices de la série d'exercice numéro 3 du chapitre 3, les ondes lumineuses. On commence par l'exercice numéro 3, les caractéristiques d'une onde lumineuse. On donne la célérité de la lumière dans le vide, c'est égal à 3,00 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La première question, on propose pour une radiation de fréquence nue et de longueur d'onde lambda les expressions de sa période. Donc on a trois expressions. Expression A, T égale à C divisé par nu. L'expression B, T égale à C divisé par lambda. L'expression C, T égale à lambda divisé par C. Avec bien sûr T la période, C la célérité dans le vide et lambda la longueur d'onde dans le vide, ou bien la longueur d'onde en général. Déterminer par analyse dimensionnelle là où les expressions acceptables. La deuxième question, une lampe à vapeur de lithium émet une radiation de longueur d'onde dans le vide, lambda 0 égale à 571 nanomètres. La question 2.1, calculer la fréquence de cette radiation. La question 2.2, la radiation émise par la lampe à vapeur de lithium traverse un milieu transparent d'indice n égale à 1,5. Un élève curieux s'interroge sur les caractéristiques de cette radiation dans ce milieu transparent où il affirme la fréquence est inchangée et la longueur d'onde maintenant égale à 380 nanomètres. Les affirmations sont-elles justes ou erronées? Justifiez votre réponse. Alors maintenant on passe à la correction ou bien la solution de cet exercice. On commence par la question numéro 1. Donc pour déterminer est-ce que ces expressions sont justes ou non, on fait l'analyse dimensionnelle. Donc la dimension de C divisé par la dimension de la fréquence nue égale à l'unité de C, qui est le mètre fois la seconde à la puissance moins 1 divisé par le Hertz, égale aussi à le mètre fois seconde moins 1 divisé par seconde moins 1. Pourquoi? Parce que le Hertz est égal à la seconde moins 1. Enfin, on déduit que la dimension de C sur nu est le mètre. Et le mètre, c'est pas l'unité de la période T. Donc, le mètre différent à l'unité de T qui est la seconde. Donc, l'expression numéro A est fausse. On passe à l'expression B. Dans cette expression, on a T égale à C divisé par nu. Donc, on fait l'analyse dimensionnelle. L'unité de C divisé par l'unité de lambda égale à l'unité de C qui est le mètre fois seconde à la puissance moins 1 divisé par le mètre égale à la seconde à la puissance moins 1 qui est le Hertz. Le Hertz, c'est l'unité de la fréquence et pas l'unité de la période T. Pourquoi? Parce que T c'est une durée. Donc cette expression C est fausse. On passe maintenant à l'expression C. Donc on a l'unité de lambda divisé par l'unité de C égale le mètre divisé par le mètre fois seconde à la puissance moins 1 égale le seconde. Le seconde c'est l'unité de la période. Donc cette expression est juste. La période T égale à lambda, la longueur d'onde, divisé par la célérité dans le vide C. Maintenant, on passe à la question de 1. Calculer la fréquence de cette radiation. Pour déterminer la fréquence, on détermine l'expression latérale susceptible, bien utilisable dans ce cas, et on détermine aussi les données. Donc les données dans cet exercice, on a la longueur d'onde dans le vide et on a la célérité dans le vide aussi de la lumière. On sait que la célérité c'est égal à nu la fréquence fois la longueur d'onde dans le vide lambda 0. Donc on déduit que la fréquence nu égale à C, la célérité divisée par lambda 0. Et on fait l'application numérique. Donc on a la célérité C égale à 3,0 fois 10 à la puissance 8 divisé par la valeur de la longueur d'onde qui est 571 nanomètres. Et on transfère le nanomètre en mètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 9. Et on obtient la valeur qui est égale à 5,25 fois 10 à la puissance 14 Hz. Donc dans le résultat, on a 3 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que les différentes valeurs
de cette application numérique égale à 3. Dans la première valeur, on a 3 chiffres significatifs, 1, 2, 3. Et dans la deuxième valeur, on a 3 chiffres significatifs, 1, 2, 3. Donc la valeur aussi, ou bien le résultat contient 3 chiffres significatifs. Maintenant, on passe à la question 2.2. La radiation émise par la lampe à vapeur de lithium traverse un milieu transparent d'indice n égale à 1,5. Un élève curieux s'interroge sur les caractéristiques de cette radiation dans ce milieu transparent, puis il affirme que la fréquence est inchangée et que la longueur d'onde maintenant égale à 380 nanomètres. Est-ce que ces affirmations sont justes? Donc, est-ce que la fréquence est changée lorsque une radiation, en général, change le milieu de propagation? Non. Pourquoi? Parce que la fréquence se caractérise la radiation. Donc, quel que soit le milieu de propagation, la fréquence de la radiation ne change pas. Qu'est-ce qui change? La longueur d'onde. La longueur d'onde dans le vide, c'est pas la même par une radiation dans le verre ou bien dans l'eau. La longueur d'onde dans le vide égale à 571 nanomètres et dans ce milieu qui est le verre égale à 380. Donc c'est juste. Donc c'est juste. Ces affirmations sont justes. Et voilà la justification. Que la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation. Concernant la longueur d'onde, on sait que l'indice de réfraction égale à la longueur d'onde de W divisé par la longueur d'onde de le verre, c'est-à-dire la longueur d'onde de le verre, lambda égale à lambda 0 divisé par N, et on fait l'application numérique. On obtient que la longueur d'onde de le verre égale à 381 nanomètres, presque égale à celle dans l'énoncé qui est égal à 380 nanomètres. Donc, ces affirmations sont justes. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Une onde lumineuse à une fréquence f égale à 2,5 fois 10 à la puissance 14 Hz. La première question, calculer la longueur d'onde dans le vide, puis dans l'air. La deuxième question, cette onde lumineuse est-elle visible par l'œil humain? Sinon, à quel domaine appartient-il? Donc, on commence par la première question. On sait que la célérité dans le vide égale à la longueur d'onde dans le vide lambda fois la fréquence nu. Donc, la longueur d'onde dans le vide lambda 0 égale à c divisé par f. Et on fait l'application numérique. On remplace chaque grandeur physique à sa valeur. On sait que la fréquence égale à 2,5 fois 10 à la puissance 14 et la célérité dans le vide égale à 3,00 fois 10 à la puissance 8. La longueur d'onde dans le vide donc égale à 1200 nanomètres. La deuxième question, cette onde lumineuse est-il visible par l'œil humain? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à le domaine visible par l'œil humain. Donc le domaine visible par l'œil humain pour la longueur d'onde dans le vide, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Et pour la fréquence, entre 3,75 fois 10 à la puissance 14, 7,5 fois 10 à la puissance 14. Donc voilà le domaine visible par l'œil humain. Donc quel est le domaine de cette radiation, ou bien de cette onde lumineuse? Donc on a la longueur d'onde lambda 0 égale à 1200 nanomètres. Donc cette valeur supérieure à 800 nanomètres, donc elle appartient à le domaine des rayons d'infrarouge. Maintenant on passe à l'exercice numéro 6, diffraction d'une onde lumineuse. Pour étudier la diffraction d'une onde lumineuse de longueur d'onde dans le vide lambda égale à 563 nanomètres, on utilise une fente de largeur A égale à 20 micromètres. La première question, dessiner la figure de diffraction obtenue si la fente est horizontale. La deuxième question, faire un schéma du montage et représenter les cas angulaires θ caractéristiques de la tâche centrale de diffraction. La troisième question, indiquer la relation entre θ, lambda et A, la largeur de la fente bien sûr,
et calculer θ, l'écart angulaire. La quatrième question, on modifie la largeur de la fente A maintenant égale à 100 micromètres. Dessiner la nouvelle figure de diffraction en précisant ce qui a été modifié. Justifie l'allure de la figure sans calcul. Allons-y. Concernant la première question, ce qu'il faut retenir, que toujours les taches lumineuses alignées et toujours perpendiculaires à la fente. Ça y est. Donc, lorsque la fente est horizontale, les taches lumineuses alignées de diffraction sont verticales et vice-versa. Ça y est. Donc, voilà la figure. La fente est horizontale, donc les taches lumineuses sont verticales. Pourquoi? Parce que sont toujours perpendiculaires à la fente. Maintenant, on passe à la question 2. Faire un schéma du montage et représenter l'écart angulaire θ caractéristique de la tâche centrale de diffraction. Alors, dans ce cas, voilà le montage utilisé. On a un faisceau laser, voilà la fente, donc la fente horizontale, et voilà les taches lumineuses. Et voilà l'écart angulaire, c'est l'angle compris entre la direction du faisceau laser incident et la droite passant par la première extinction de la tâche centrale et la fente. Et voilà la largeur de la tâche centrale. Maintenant, la question 3. Indiquer la relation entre θ, lambda et A et calculer θ. Donc, on sait que, d'après le corps, bien sûr, que θ, l'écart angulaire, égale à lambda divisé par A. Et on fait directement l'application numérique. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, on a lambda égale à 563 nanomètres et la largeur de la fente A égale à 20 micromètres. Donc, on replace dans cette expression par ces valeurs. Donc, on a lambda en nanomètres, il fait le transfert de nanomètre en mètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 9. La même chose pour le micromètre, on multiplie par 10 à la puissance moins 6 pour transférer le micromètre en mètre. Et on obtient le résultat suivant. θ égale à 2,8 fois 10 à la puissance moins 2 radians. Parce que pour ces valeurs, dans cette valeur, on a 3 chiffres significatifs. 5, 6, 3. Et dans cette valeur, on a 2 et 0. Et la règle dit que la valeur du résultat, quelle que soit l'opération qui se fait, toujours le nombre de chiffres significatifs de résultats est le minimum de chiffres significatifs de différentes valeurs. Donc le minimum de chiffres significatifs, c'est 2. De différentes valeurs, on a 3 et 2. Donc le résultat contient 2 chiffres significatifs. Donc θ égale à 2,8 fois 10 à la puissance moins 2 radians. La quatrième question, on modifie la largeur de la fente. Donc dans ce cas, la largeur de la fente devient 100 micromètres. Dessiner la nouvelle figure de diffraction en précisant ce qui a été modifié. Et justifier l'allure de la figure sans calcul. Alors, maintenant, la figure devient comme ça. Lorsqu'on fait une comparaison entre ces figures et la figure numéro 1, de la question 1, donc voilà. On a par exemple par la tâche centrale de la figure 1 est supérieure à celle de la figure, ou bien de cette figure, de la question numéro 4, lorsque la largeur de la fente égale à 100 micromètres. On justifie la diminution de la tâche centrale par l'augmentation de la largeur de la fente. Donc, dans le corps, nous avons vu que lorsque la largeur de la fente augmente, la largeur de la tâche centrale diminue. C'est-à-dire, la largeur de la fente est inversement proportionnelle à la largeur de la tâche centrale. Maintenant, on passe à l'exercice 7, l'écart angulaire. Un faisceau laser de la longueur d'onde lambda égale à 630 nanomètres éclaire une fente de la largeur A.
On place un écran perpendiculaire à la direction du faisceau à une distance d égale à 2 mètres de la fente. On observe une figure de diffraction dont l'attache centrale a une largeur L égale à 7 cm. La première question, représenter le montage et faire apparaître l'écart angulaire θ entre le milieu de l'attache centrale et le centre de l'attache sombre adjacente. Donc voilà la réponse de cette question. Voilà le faisceau laser, voilà la fente de largeur A et voilà les taches lumineuses sur l'écran d'observation bien sûr. L'écart angulaire θ, c'est l'angle compris entre le milieu de l'attache centrale, voilà le milieu de l'attache centrale, et le milieu de la tache sombre, voilà le milieu de la tache sombre, c'est ou bien la première extinction. Donc cet angle s'appelle l'écart angulaire. Maintenant, on passe à la question 2. θ est un angle petit, donc tangente θ presque égale à θ. Quelle est la relation entre θ, L et D dans ce cas? Avec bien sûr θ, l'écart angulaire, L, la largeur de la tache centrale, D, la distance entre la fente et l'écran d'observation. Donc cette distance, c'est la distance D. Et calculer l'écart angulaire θ. Donc d'après la figure, on a la tangente de θ égale à cette distance. La distance séparant le milieu de la tache centrale et le milieu de la tache sombre divisé par cette distance qui est la distance entre l'écran et la fente, grande D. Donc cette distance c'est L divisé par 2. Alors, tangente θ égale à L divisé par 2D. Et puisque θ petit, donc tangente θ presque égale à θ, alors on déduit que l'écart angulaire θ égale à L divisé par 2D. Maintenant, on fait l'application numérique. On remplace les deux grandeurs, ou bien les deux longueurs par ces valeurs. Donc 7 cm x 10 à la puissance moins 2 pour transformer le centimètre en mètre, divisé par 2 fois la distance d qui est égale à 2. Donc on obtient que l'écart angulaire θ égale à 1,75 fois 10 à la puissance moins 2 radiens. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Quelle est la relation entre θ, lambda et A? On déduire la largeur de la fente A. La relation entre les trois grandeurs est que θ, l'écart angulaire, égale à lambda divisé par A. Maintenant, on peut déduire l'expression de A en fonction de θ et lambda. C'est-à-dire A égale à lambda divisé par θ. On a la valeur de θ d'après la question numéro 2, qui est égale à 1,75 fois 10 à la puissance moins 2 radiens. Là, la valeur de lambda égale à 630 nanomètres. Maintenant, on fait l'application numérique. Donc voilà, et on obtient que la largeur de la fente égale à 3,6 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.